Donc, on va aujourd'hui aborder quelques thèmes qu'on n'avait pas beaucoup traités depuis le mois de mars, mais en revenant sur un terrain quand même qui est en partie familier, car on va parler justement, surtout dans la deuxième moitié, mais un peu avant aussi, sur le Deccan, c'est-à-dire cette région qui nous est familier parce que le mois de mars qu'on avait justement traité la question des envoyés timourides venant de Herat et notamment un certain Abdelrazak Samarkandi qui est allé visiter les souverains, les rois ou les rayas de Vijayanagar. Et je vais revenir un peu sur ce terrain, mais cette fois-ci en le regardant comme un terrain d'affrontement, un terrain donc où il y a deux systèmes de cours qui se rencontrent avec des conséquences parfois assez violentes. Alors, on sait que quand on parle d'histoire connectée à l'époque moderne, parfois les critiques de cette approche ont toute tendance de dire qu'un des problèmes, c'est que ça donne une vision un peu trop, disons, harmonieuse du monde, comme si tout le monde s'entendait avec tout le monde, comme s'il n'y avait pas de conflit. Je pense que cette critique est mal centrée. En fait, il ne s'agit pas du tout d'une espèce de feel-good history, comme on l'a dit. Et même si parfois on a traité ce genre de thèmes, comme par exemple cette peinture devenue emblématique, qui est de la cour moghole à l'époque d'Akbar, où on voit justement dialoguer plusieurs personnes venant de traditions religieuses tout à fait différentes. Donc vous voyez au centre l'empereur moghol lui-même, où il reprend en partie le rôle qu'il a hérité des Mongols, car on a vu par exemple que déjà au XIIIe siècle, à Karakorum, chez les Mongols, il y avait cette tradition de débat, ce qui a été rapporté par exemple par Guillaume de Rubruck. Mais ici, vous voyez qu'il y a pas seulement lui, et peut-être, ça c'est une identification pas très certaine, peut-être son chroniqueur et idéologue principal, Abul Fazl ibn Mubarak ici, mais on a aussi autour de lui d'autres personnes représentant d'autres traditions, et parmi eux, ces deux jésuites, qui seraient probablement le père Montserrat et le père Enriquez, venus à la cour moghole donc autour de 1580. Donc ici, tout se passe dans un contexte plutôt paisible. Il y a échange, il y a parfois confrontation de textes, parce qu'on sait que les jésuites, par exemple, ont amené chez les Moghols la Bible polyglotte, et puis on a eu donc cette conversation autour de la vision de la vie de Jésus qu'avaient les chrétiens par rapport à la vie de Jésus qui était rapportée dans la tradition musulmane, et ainsi de suite. Mais bien sûr, même là, il y avait des controverses, il y avait des échanges plutôt rudes, car, par exemple, les musulmans de la tradition sunnite n'ont pas vraiment apprécié un certain nombre d'histoires dans la tradition chrétienne. Et de leur côté, les musulmans, par exemple, étaient très rudement interpellés par les chrétiens, par exemple, quand il s'agissait des questions, par exemple, des miracles de Mahomet, par exemple, des miracles de la Lune, etc. Et là, ça devient un sujet de controverse. Mais c'est, disons, une violence qui reste dans le champ verbal. Alors, en regardant donc ces questions de rapport entre les cours, donc finalement, on peut se dire, selon les critiques, qu'on est toujours dans ce cas des espèces de pas de deux. Là, vous voyez, c'est l'histoire du roi de Siam, représenté bien sûr non pas par un Siamois, mais par Yul Brynner. Donc, ces espèces de pas de deux, et je reprends ici la belle phrase d'une historienne des Incas et des Mayas, Inga Clendenin, dans un de ses livres, où il parle de ces rencontres culturelles comme des espèces de pas de deux.
Et bien sûr, quand on dit ça, on a l'impression qu'il y a aussi, et comme peut-être dans ce cas précis, une acculturation, quelqu'un est attiré vers le monde de l'autre, et on arrive donc à s'entendre justement par ces passages. Mais on sait qu'il y avait dans la réalité, quand il s'agissait justement des Siamois, des rapports souvent beaucoup plus tendus. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette question-là, peut-être je vais revenir dans le dernier cours, mais vous savez probablement que, par exemple, dans les années 1680, il y a eu des envoyés siamois qui sont venus à Versailles pour traiter une question diplomatique avec la cour de Louis XIV. Et là, vous voyez justement les envoyés ici devant le roi. Et cette relation était plutôt compliquée, plutôt tendue, parce que malgré le fait qu'il y avait un certain nombre d'intermédiaires, dont par exemple un célèbre chrétien grec sur lequel j'avais parlé l'année dernière, qui s'appelait Pholcon, en réalité, les rapports étaient tout sauf simples. Et pourquoi ? Parce qu'entre autres, il y avait toujours dans ces rapports, comme on voit ici aussi, ça c'est les Néerlandais reçus au Japon, à la cour du shogun, toujours un soupçon qu'il y avait un malentendu et aussi parfois un sentiment d'humiliation. Donc, on sait que quand les Néerlandais étaient reçus par la cour japonaise, qui n'était même pas la cour royale, mais la cour du shogun, donc d'une espèce d'éminence grise qui tenait le pouvoir, ils trouvaient qu'ils étaient obligés de participer dans des cérémonies où ils étaient donc insultés en quelque sorte ou humiliés. Et la même chose arrive, par exemple, on sait, au XVIIIe siècle, quand il y a par exemple un envoyé russe qui arrive à la cour chinoise et il refuse. Et c'est une espèce de topos qui va revenir dans un certain nombre d'autres cas. Il refuse de faire ce qu'on appelle le koto. Et donc, du coup, c'est impossible de procéder parce que les Chinois sont prêts à accepter des rapports que dans certaines conditions. Et ces conditions sont considérées donc comme humiliantes par d'autres qui sont donc impliqués dans le même rapport ou la même relation. Alors donc, je vous signale que cette question, disons, des affronts, des insultes, des injures dans les rapports entre les sociétés de cour ont été traitées par un certain nombre d'auteurs venant d'horizons tout à fait différents. Ça, c'est à gauche, vous voyez un livre avec un titre même un peu étrange parce que, en fait, ça se réfère à quelque chose qui n'est pas un mot très formel. Le mot dissing, en fait, c'est un mot qui existe dans l'argot africano-américain pour dire insulter. Et donc, c'est sur les insultes qui ont été prononcées à l'égard de la reine Élisabeth pendant son règne. Là, au milieu, vous aviez donc le livre d'un médiéviste argentine traitant justement de comment en Castille et en Léon, entre le XIIIe et le XVe siècle, l'injure, comment c'était pratiqué, quel était le type d'injure qui frappait le plus, pourquoi, etc. Et selon les différents types de sociétés, les injures étaient bien sûr différents. Et finalement, à droite, vous avez bien sûr le grand livre de Joachim Bumke sur Höfische Kultur, dans lequel il traite, entre autres, des questions des insultes, mais surtout dans un contexte littéraire. Et je vais, en réalité, revenir un peu sur ce contexte-là, ce contexte littéraire des insultes pour traiter mes questions donc, du décan. Alors donc, je vous rappelle que la région sur laquelle je vais parler, c'est donc cette région-là, de l'Inde du Sud, mais pas l'extrême sud, de l'Inde sud-centrale, région dans laquelle donc, il y avait ce royaume connu par les Européens sous le nom de Narsingha ou Biznaga parfois, qui est effectivement le royaume de Vijayanagar. Vijayanagar, grand royaume fondé au milieu du XIVe siècle, au même moment quand il y a eu une poussée, une expansion
des pouvoirs musulmans qui se sont installés en Inde du Nord vers le sud. Donc, en fait, il y a une espèce d'émergence simultanée de deux royaumes. Il y a donc ce royaume-là, et puis un autre royaume un peu plus au nord, qui est un sultanat, tandis que ce royaume-là, qui est basé, donc vous voyez ici, à Vijayanagar, avec son réseau qui va vers les deux côtes, ce royaume-là est sous le règne d'une série de monarques, parfois shivaïtes et parfois vishnuites, mais ils sont toujours des monarques hindous. Et le mot hindou est utilisé par eux dans des circonstances assez curieuses parce que, comme on le sait, il n'y a rien qui s'appelle l'hindouisme en tant que religion constituée au XIVe ou au XVe siècle. Mais il y a des gens qui s'appellent des hindous, en adoptant en fait le nom qui est proposé par les musulmans. Donc, c'est les musulmans qui vont dire que les autres, qui sont donc les infidèles, les kafirs, sont effectivement des hindous, des gens de l'Inde, les Hind parfois. Et donc, ces rois-là, parfois, ils vont s'appeler, par exemple, des choses comme, un des titres qu'ils utilisent, c'est Hinduraya Suratrana, les sultans parmi les rois hindous. Donc, vous voyez qu'il y a déjà là une espèce de fluidité, une espèce de frontière mouvante qu'on est en train de voir se développer. Voilà, donc ici, le royaume, le centre du royaume, la ville capitale telle que ça existe aujourd'hui, c'est-à-dire c'est plutôt un centre ruiné, même s'il existe un certain nombre de sites assez importants, comme ces temples surtout qui ont survécu. En général, on peut dire qu'il y a relativement peu de bâtiments qui ont à voir avec le pouvoir royal qui ont survécu. Il y a un certain nombre, mais c'est surtout les temples qui ont eu la chance de pouvoir survivre, comme on voit ici. Donc, vous voyez, c'est une espèce de zone rocheuse très difficile à attaquer, et c'est pour cela, entre autres, qu'on a choisi ça comme centre du royaume. Même si, en fait, il s'agit d'une région qui n'est pas très, très prospère d'un point de vue d'agriculture ou autre chose. En fait, c'est plutôt une zone un peu rude de paysage, mais, vous voyez, assez défensible. Et on sait qu'à l'époque, au XIVe, XVe siècle, il y avait des fortifications extrêmement importantes. Et on soupçonne qu'à la fin du XVe, au début du XVIe siècle, cette ville-là, la ville de Vijayanagar, était parmi les 5 ou 6 villes les plus grandes du monde. Donc, c'est très difficile de donner des chiffres précis, mais ça peut se comparer avec Istanbul, avec Tenochtitlan, avec Pékin. Donc, ça fait partie d'une très, très grande ville du monde, ce qui n'est pas si évident que ça quand on regarde les ruines d'aujourd'hui. Alors, donc, royaume qui va se développer ici, mais toujours par rapport à cet autre royaume qui est le royaume bahmanide, un royaume donc musulman, un sultanat, mais un sultanat assez particulier parce que c'est par rapport aux sultanats qui vont se développer en Inde du Nord, c'est un sultanat extrêmement persianisé. Et il y a un rapport extrêmement étroit avec l'Iran qui passe par la voie de mer. Il y a des bateaux qui font le va-et-vient entre le golfe Persique et cette région-là. Et donc, du coup, on a une présence très forte des musulmans iraniens, souvent chiites, dans cette région-là. Et la culture qui est pratiquée est beaucoup plus une culture persianisée que la culture qu'on trouve au même moment en Inde du Nord, où la présence des Turcs de l'Asie centrale est beaucoup plus importante. Donc déjà, c'est une espèce d'islam un peu particulier, et on le sait d'ailleurs que même si on regarde la situation en Inde aujourd'hui, le chiisme est toujours ancré dans cette région, tandis que la région du Nord est beaucoup plus sunnite et est restée comme ça depuis justement le XIVe, XVe siècle. Alors donc, voici ce qui reste aujourd'hui d'un certain nombre de ces royaumes. Ce sont des royaumes qui sont développés au début du XVIe. Donc, premier moment où il y a ces Bahmanides ici. Puis, à la fin du XVe, début du XVIe, le royaume bahmanide va s'éclater et il y a une série d'États successeurs, parmi lesquels il y a 3 en particulier. Il y a donc Bijapur, qui est plus ou moins
à l'ouest, à l'intérieur de Goa. Il y a donc le Golconde, qui est plus ou moins dans la région actuelle de Hyderabad. Et puis, il y a le troisième, qui est le plus important pour notre discussion d'aujourd'hui, qui est le royaume d'Ahmednagar, qui se trouve ici, c'est-à-dire dans le sud du Gujarat et le nord de Maharashtra. Donc, chacun de ces royaumes a ses particularités. Le cas de Bijapur est peut-être le plus connu. Actuellement, il y a une très, très belle exposition à la Metropolitan Museum de New York, justement, qui se centre sur ce royaume-là, où on voit la production énorme des miniatures et des textes. Ça, c'est le roi le plus connu de ce royaume, Ibrahim Adil Shah, connu parce qu'il était entre autres mélomane. Il était connu par son goût de la musique. Il était lui-même compositeur et musicien. Mais c'est quelqu'un qui a donc, entre autres aussi, construit un certain nombre de structures comme celui-ci, l'Ibrahim Roza. Et puis, il y a donc Golconde, qui continue toujours à être assez important. Il y a cette forteresse tout à fait imposante qui reste aujourd'hui, même si finalement le centre politique s'est déplacé un peu à Hyderabad, qui est la ville voisine, qui est plus ou moins en continuité avec Golconde. Alors, depuis un certain temps, il y a quelque chose qui se passe dans la presse indienne qui est assez intéressant, parce que vous savez que normalement, quand on parle de 14e, 15e, 16e siècle, ce n'est pas les sujets de tous les jours. Ce n'est pas comme si tout le monde s'intéresse à ça. Ce n'est pas comme si c'est au bout de lèvres de tout le monde dans les discussions actuelles des cafés. Mais il s'avère qu'il y a eu, depuis un certain temps, un débat assez violent, je dirais, autour justement de ces questions des royaumes de Décan. Et ce débat a opposé deux personnes, dont un, j'imagine, est très connu. Ici, c'est l'écrivain de l'île de Trinité, V.S. Naipaul. Et l'autre est peut-être moins connu, mais en fait, c'est un écrivain tout à fait majeur en Inde du Nord, et qui est donc Girish Karnad, qui a écrit un certain nombre de pièces littéraires et aussi d'autres textes dans sa langue maternelle, qui est le Kannada, donc langue de l'Inde du Sud. Les raisons pour la controverse, c'était qu'à un moment donné, M. Naipaul a été félicité en Inde et il a reçu un prix à la suite de son prix Nobel. Et M. Kannad l'a attaqué ouvertement dans la presse en disant que Naipaul avait mal représenté le passé indien. Et en particulier en mettant son doigt sur ce livre-là, L'Inde brisée, dans lequel Naipaul a consacré quelques pages au royaume de Vijayanagar. Et pour vous expliquer rapidement comment ça se passe, Naipaul, qui est grand voyageur, comme c'est connu, passe un certain temps dans la ville ou dans les ruines de Vijayanagar et il devient très sentimental pour son propre passé hindou en disant que les hindous ont beaucoup souffert sous le règne des musulmans. Et donc lui-même, en passant par ces ruines, il voit comment en fait ces moments de l'histoire indienne ont été tout à fait horribles. Et d'ailleurs, il finit avec une phrase tout à fait frappante dans laquelle il dit qu'il ne peut pas supporter la vision de Taj Mahal parce que pour lui, la Taj Mahal, même si c'est un monument blanc, c'est un monument rouge parce que c'est trempé dans le sang des hindous. Et alors, donc, M. Karnad a répondu d'une façon assez sommaire en disant que ça, c'était pas seulement quelque chose d'assez mal venu en Inde, surtout dans l'Inde actuelle, mais aussi quelque chose qui était une représentation tout à fait incorrecte de l'histoire de ces royaumes. Et donc, faire comme s'il y avait là une espèce de frontière entre deux cultures, entre autres deux cultures de cour, d'un côté une culture hindoue, de l'autre côté une culture musulmane, qu'il n'y avait rien à voir l'une avec l'autre, qu'il y avait une espèce de fracture qui passait entre les deux, pour Karnad, n'était pas tout à fait correct. Je vous dis ça, j'ai un petit parti pris parce qu'il faut dire que Karnad m'a cité un peu dans cette controverse, mais néanmoins, c'est intéressant de voir deux écrivains, deux romanciers, deux personnes, ni l'un ni l'autre étant historiens, se battre comme ça autour d'un sujet historique. Donc, je vous signale ça pour vous dire que c'est toujours un peu de l'actualité, ce n'est pas comme si ce sont des sujets d'un passé très lointain qui sont sans intérêt pour les gens aujourd'hui.
Alors, donc, revenons à cette question de ce que serait le rapport entre ces deux royaumes, ou ces deux systèmes de royaumes. Donc, les Vijayanagars d'un côté, et de l'autre côté, on a donc les sultanats qui sont créés dans la succession du sultanat bahmanite. C'est 3 ou 4 ou 5, en fait, il y a 3 principaux et puis 2 mineurs. Hein, donc, vous avez Bidar et Berar qui sont relativement mineurs, et ces 3 plus importants, Ahmednagar, Bijapur et Golconde, ici. Et je vais donc revenir sur une question particulière, car c'est une question qui a été particulièrement traitée à la fois par Naipaul et par Girish Karnad. C'est autour d'une bataille. Une bataille qui a eu lieu donc le mois de janvier 1565. Alors, on sait que souvent l'histoire militaire, l'histoire des batailles est considérée comme très, très vieux jeu. On sait aussi qu'il y a eu quelques tentatives de refaire un peu, ou revenir sur cette question, notamment par un professeur du Collège de France, Georges Duby, dans son livre Le Dimanche de Bouvines, où il a essayé justement de revenir sur la question de comment traiter ce type de choses, ce type d'événements. Et donc, je cite l'avant-propos de son livre, où il dit que pour lui, ce qu'il essaie de faire, c'est plutôt une espèce d'histoire ethnographique, hein, de quelque chose, un événement militaire au début du XIIIe siècle, et il rajoute que son idée, c'est de situer la bataille dans sa relation avec la guerre, la trêve, la paix, afin de circonscrire de façon plus exacte le champ de ce que nous appelons la politique, et aussi de mesurer à quel point le sacré, à cette époque, était inextricablement lié au profane. Entre autres, c'est aussi, comme vous le savez, parce que cette bataille se passe le dimanche. Et donc, il y a un problème qui se pose précisément à cause de ça par rapport à l'Église. Alors, donc, il mentionne aussi que parce que 750 ans se sont passés entre la bataille et le moment de l'écriture du livre, il dit qu'il y a eu une déformation progressive à cause de jeux rarement innocents, je répète, entre mémoire et oubli. Fin de citation. Alors, par la suite de ce livre, on a eu quelques autres ouvrages qui ont aussi abordé ce problème de comment refaire l'histoire des batailles, mais en ne prenant pas l'histoire militaire stricto sensu, mais autre chose. Et entre autres, je mentionne le livre de ma collègue Lucette Valency, Fable de la mémoire, qui porte exactement sur la bataille sur laquelle on avait parlé brièvement la semaine dernière, qui est la bataille de 1578. La bataille de ce que les Portugais en tout cas appellent la bataille d'Alcácer Quibir au Maroc, quand le roi Sébastien a trouvé la mort, ou en tout cas il est disparu en août 1578. Et bien sûr, on a aussi des livres un peu plus, je dirais, ambigus d'un point de vue méthodologique, comme par exemple, pas seulement ce livre, mais il y a toujours une production énorme, par exemple, sur les pentes, qui font un peu entre histoire traditionnelle histoire traditionnelle diplomatique, militaire, etc., et un jeu autour de ce qui représente ça comme événement symbolique ou événement culturel sur lequel on peut donc consacrer une certaine attention. Alors, moi, je reviens donc à ma bataille à moi, hein, ce qui est la grande bataille qui a eu lieu janvier 1565, entre les rois de Vijayanagar et les sultans du Deccan, dans lequel, et je vous dévoile tout de suite, les rois de Vijayanagar ont été, donc pas seulement ont été humiliés, ils ont perdu lourdement, et qui a eu des conséquences importantes pour la ville aussi. Mais voilà, tout d'abord, pour vous donner une petite idée de comment on peut aborder cette bataille. Quelles sont les sources qui sont présente et de quel type. Donc, vous voyez qu'on a un éventail de possibilités pour aborder cette bataille. Il y a tout d'abord des chroniques en persan. Donc, il y a la fameuse chronique qui s'appelle Gulshan-e Ibrahimi ou Tarikh-e Farishta, qui est écrite par un chroniqueur d'origine iranienne qui s'appelle Mohammad Qasim Farishta, qui est terminé vers 70.
Puis, il y a un autre texte en persan, le Burhan-e-Masr de Saïd Ali bin Abdullah Tabatabai, aussi dans le même genre. Mais puis, on a aussi des textes, par exemple, portugais. Parce que les Portugais qui étaient sur la côte ouest avaient des mercenaires qui avaient participé des deux côtés dans la bataille. Et donc, ils étaient particulièrement bien informés. Et le grand chroniqueur Diogo do Couto, par exemple, consacre quelques pages dans sa chronique d'Asia, le 8e décade de cette chronique, à cette bataille. Mais il y a aussi autre chose sur laquelle je vais revenir. Il y a ces deux textes qui sont des textes très intéressants, littéraires, que jusque-là ont été négligés parce que ce sont des poèmes. Et comme ce sont des poèmes épiques, dans le genre qu'on appelle Masnavi, ce sont des poèmes narratifs, on a souvent mis ces poèmes de côté en pensant que ce n'était pas aussi intéressant pour une histoire purement événementielle. Mais ce que je vais essayer de démontrer, c'est qu'ils sont hautement intéressants d'un point de vue de l'histoire culturelle. Puis, on a autre texte, on a ce texte sur lequel on avait parlé déjà la semaine dernière, qui est le texte qui s'appelle Primori Honra, qui est une espèce d'hagiographie sécularisée, dans lequel encore on a quelques pages sur la bataille. On a quelques récits de voyage, deux Italiens qui sont là plus ou moins à l'époque ou un peu après, le Vénitien Cesare Federici et puis le Florentin Filippo Sassetti. Et puis, on a finalement, en avant-finale, les lettres de vice-roi ou de gouverneur d'Omonton de Noronha, et finalement un texte tardif écrit en Kannada et puis traduit en marathi qui vient du XVIIe siècle et qui est une espèce de vision rétrospective de cette bataille. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet ensemble de textes pour comprendre la façon dont ces cours et ces cultures de cours s'affrontent? Alors, bien sûr, l'historiographie du 19e et du 20e siècle a toujours préféré commencer avec les textes européens. Parce que l'historiographie du 19e et du 20e siècle, qui était surtout une historiographie britannique, a toujours trouvé que les textes européens étaient plus fiables. Donc, au premier lieu, on a toujours pris ce qui était raconté dans ces récits de voyage ou dans ces autres textes. Il y avait un petit problème parce que au XIXe siècle, en fait, on n'avait pas une édition très fiable de ce texte de Couto. Et c'est que dans les derniers 20-25 années que ça a été réédité avec des manuscrits qui ont été perdus entre-temps. Et il s'avère que dans les pages qui avaient disparu entre-temps et qui ont été retrouvées, il y a précisément là la grande description de la bataille. Donc, en fait, malheureusement pour ces écrivains, ces historiens de la fin du 19e, début 20e siècle, ils n'avaient pas accès à ça. Donc, en fait, ils se sont basés en grande partie sur tout d'abord le texte de Federici et puis sur le texte de Sassetti. Et ils ont donc là repris une vision très schématisée, qui est aussi quelque chose qu'on trouve dans un certain nombre de textes locaux, où il y a une espèce d'opposition structurelle entre ces différents types de royaumes. Dans des textes locaux en Telugu, souvent on trouve cette espèce de vision où il y a une espèce d'opposition entre ce qu'on appelle les musulmans qui sont des Ashvapati, les rois des chevaux, les gens de Vijayanagar qui sont les rois qui contrôlent les hommes, et puis il y a une troisième partie qui sont les rois d'Orissa, qui sont les rois des éléphants, donc une espèce d'opposition entre ces deux principes, et ces trois principes, ces trois éléments. Mais en réalité, donc, si on regarde le texte de Federici et puis le texte de Sassetti, ce qu'on nous raconte, c'est en gros qu'il y avait une espèce de problème, il y avait des relations hostiles entre les rois de Vijayanagar et ces rois musulmans depuis toujours. C'est une espèce de donnée pour eux constante. Et finalement, ce qui est arrivé, selon Federici, c'est qu'à un moment donné, le roi de Vijayanagar a commis une erreur, c'est-à-dire il a pris quelques musulmans dans son armée. Donc, ces musulmans sont devenus des généraux assez importants dans son armée, mais bien sûr, ils étaient des traîtres, et leur idée, c'était toujours de rentrer dans la cour des rois de Vijayanagar pour éventuellement
quand le bon moment est venu, c'est-à-dire le moment de la bataille, ils ont changé de côté. Et donc, du coup, le roi de Vijayanagar a été battu, pas parce qu'il était incompétent, pas parce qu'il était en réalité incapable militairement, mais parce qu'il y a eu justement cette espèce de transformation et cette trahison. Donc c'est une histoire éventuellement de trahison, qui est une histoire d'ailleurs qu'on répète sans cesse dans les chroniques portugaises quand il s'avère des rapports entre musulmans et non-musulmans. C'est une espèce de topos chez les Portugais, c'est-à-dire c'est toujours les musulmans qui sont en train de jouer ce rôle de cinquième colonne. Alors, donc, en réalité, on sait que les rois musulmans sont avancés là, jusqu'à cette fleuve qui s'appelle le Krishna. Finalement, ils ont traversé la fleuve et la bataille a eu lieu ici, dans un endroit qui s'appelle Banihatti, même si la bataille aujourd'hui est connue par un autre nom, par erreur. Mais voilà, donc, surtout pour cette possibilité de pouvoir traverser la fleuve, on dit que c'est la trahison des généraux musulmans de Vijayanagar qui a donc permis ça. Mais ce qui est remarquable, c'est que ça se trouve nulle part ailleurs. Par exemple, si vous regardez la chronique de Couto, ici c'est la chronique de Couto, et Couto nous dit qu'il était très très bien informé, nulle part on trouve quelque chose, un récit sur une trahison. Par contre, il nous dit qu'il y avait une espèce de manque d'organisation, et surtout il nous dit que le roi de Vijayanagar était extrêmement âgé, et il était donc pas tout à fait, peut-être un peu gâteux, et donc il n'était pas tout à fait capable de mener à bien la bataille, mais en même temps, il ne voulait pas déléguer les choses à ses frères qui étaient plus compétents que lui. Donc, c'est toujours une vision très personnalisée, mais qui ne parle pas justement de cette trahison qui est une particularité, en fait, du récit de Federici. Le texte de Primo Riondra, sur lequel on avait consacré un peu de temps, est aussi assez intéressant, assez détaillé, mais qui nous donne des détails qui sont assez curieux. Donc ici, vous voyez, il nous dit, il nous raconte l'émergence de ces royaumes. Il dit, pour raconter la cause, pourquoi ces seigneurs de Deccan sont mis ensemble pour détruire Bijnagar, et pour attaquer Goa et Chaul et Bassaïn. Et il faut aller plus loin. Il parle donc justement de l'émergence de ces royaumes, et il a une idée qui est assez intéressante, c'est-à-dire il nous dit qu'en effet, la raison pour laquelle ils ont gagné cette victoire, c'était parce que pour la première fois, ils sont mis ensemble. Parce que, selon lui, en fait, ces rois musulmans n'étaient jamais d'accord entre eux. Et il nous donne une explication, et c'est une explication assez curieuse. Il nous dit que la raison pour laquelle ils sont mis ensemble pour la première fois, c'est parce que le roi safavide, Shah Tahmasp, a envoyé des ambassadeurs. Et il nous précise que ces ambassadeurs étaient donc des seyyids. Et il dit, pour expliquer aux profanes, que les seyyids, il dit, sont des morts de la caste de Mahomet, morts de la caste de Mahomet, parce qu'on sait que les seyyids étaient des descendants du prophète. Alors donc, et ces seyyids ont fait des tours entre les cours, ils ont bâti des alliances, ils ont proposé des mariages entre les différentes cours, et finalement, c'est à cause de ça. Donc, pour lui, pour l'auteur anonyme de Primo Riondra, c'est quelque chose où tout est mené, en fait, il y a un maître de jeu, et c'est Shah Tahmasp à Iran qui est en train de tout contrôler de loin. Donc, c'est une idée d'ailleurs qui n'est pas tout à fait implausible parce que, comme il s'avère, on a quelques lettres écrites à l'époque justement par ces seyyids, et notamment un certain Sayyid Mustafa Khan Ardestani qui était justement ambassadeur, qui se promenait entre ces cours. Et voilà donc au moins quelqu'un qui a une autre vision, qui est aussi une vision, je dirais, beaucoup plus large de géopolitique. Voilà donc le texte de traduction du texte de Federici sur lequel on s'est basé pendant assez longtemps. Mais je vais en fait me centrer dans le temps qui me reste sur les autres textes, parce qu'il me semble que ce sont ces autres textes qui sont beaucoup plus intéressants et qui représentent en fait justement cette question, qui revient sur cette question de savoir s'il y avait un écart, s'il y avait une espèce de fossé entre ces cours et leur culture, s'il y avait cette espèce de division entre, disons, culture musulmane et soi-disant culture hindoue au milieu du Deccan.
Le texte de base, c'est cette chronique-là, hein, le texte de Ferishta, Gulshan Ibrahimi. Et Ferishta nous donne pas mal de détails, mais dans ces détails, il nous propose déjà des explications qui sont d'un autre ordre. Il nous dit par exemple qu'en réalité, il y avait un système d'alliance assez compliqué et que souvent les rois de Vijayanagar étaient alliés avec un des sultans musulmans contre un autre. Donc je vous donne un exemple. Il nous dit qu'il nous parle maintenant du sultan de Bijapur, et ça c'est Ferishta. La première fois que Ali Adil Shah, qui est le roi donc, de Bijapur, fut importuné par les menaces agressives de Hussein Nizam Shah, qui est le roi de Ahmednagar, il demanda l'assistance de Ramraj. Ramraj, c'est donc le roi de Vijayanagar. Un accord fut conclu entre Ali Adil et Ramraj, stipulant que les hindous de Vijayanagar ne devaient pas, sous le prétexte de leur vieille inimitié, exercer le moindre mal à l'encontre des musulmans, qu'ils ne devaient en aucun cas s'emparer de leurs effets et de leurs biens, etc. Mais puis, il nous raconte comment cette affaire s'est conclue, donc Ali Adil Shah a gagné, et puis le roi d'Ahmednagar va se rendre à Vijayanagar pour parler avec le roi hindou. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, Hussein Nizam Shah se rendit auprès de Ramraj, donc auprès du roi de Vijayanagar. Et donc, on nous dit, pendant sa visite, Ramraj fit preuve d'une grande suffisance. Il demeura assis et ordonna à Hussein Nizam Shah de lui baiser la main. Donc, vous voyez, on est dans un cadre de tentative de hiérarchiser les choses. Courroucé par le comportement impoli de Ramraj, Hussein Nizam Shah, en signe de réprimande, demanda qu'on lui apportât de l'eau. Sur le champ, il se lava les mains. En voyant cela, Ramraj, furieux, s'exclama en langue kannadi, on utilise le mot kannadi, en langue kannadi, « Si cet homme n'était pas mon invité, je le taillerais en pièces avec mon épée. » Fin de citation. Et sur ce, Ramraj se mit à laver ses propres mains avec l'eau. Donc, vous voyez que là, on est en train de jouer sur quelque chose. Donc, à la fois, une idée d'une certaine complicité entre ces rois. Ils se connaissent assez bien, ils se promènent les uns les autres dans leur cour. Mais aussi ces tensions, ces espèces de tentatives d'établir des hiérarchies en passant par ce que j'appellerais une économie des insultes. Donc, il y a là quelque chose qui est assez frappant, qui revient sans cesse et qui est une espèce de thème central dans cette chronique de Ferishta. Mais c'est aussi quelque chose qui nous est rapporté par tous les autres textes, mais de façon différente. Donc, prenons le deuxième texte, qui est le texte, le Masnavi en persan, qui s'appelle Tarif et Hussein Shah Badshah Dakhan, louange de Hussein Shah, qui est le Hussein Nizam Shah, l'empereur du Décan. Donc, déjà, le titre est une espèce d'affront. Alors, donc, c'est un texte écrit en persan, comme je viens de vous le dire, un texte assez curieux. Et il y a un seul manuscrit, un manuscrit illustré qui se trouve à Pune. Et dans ce texte-là, il y a deux parties. Il y a une partie qui est une espèce d'histoire d'amour, où donc Hussein Nizam Shah tombe amoureux d'une fille dans son royaume et il va donc passer du temps avec elle. Malheureusement, pour nous, quelqu'un a peint sur la figure de la reine ici. En fait, elle était là, à côté du roi, mais elle a disparu. Donc, vous voyez, la cour de Hussein Nizam Shah, ce ne sont pas des peintures d'une très très grande qualité, mais en fait, il n'y a pas beaucoup pour le milieu du XVIe siècle, donc ils ont quand même une certaine valeur. Mais vous voyez qu'il est entouré par ces gens, par ces femmes en sari, qui ne sont pas du tout voilées, etc. Donc, on voit que c'est une cour qui est assez ouverte à des pratiques très très différentes. Il y a aussi, vous voyez, des danseuses, des musiciens, etc., mélangés avec les gens qui ont l'air un peu plus sérieux, peut-être des Maulana dans la cour. Voilà, donc ça c'est le premier moment, le roi qui est en train de faire la fête, qui est très joyeux, etc. Puis il tombe amoureux, puis il va chercher la fille en question, il y a des tractations avec son père, etc. Donc on arrive à résoudre tout cela. Et on est à peu près à la moitié du texte.
Rien n'est annoncé pour expliquer qu'il y a quelque chose à voir avec la bataille. Donc, mais là, subitement, on passe à un deuxième registre, et là, on commence à parler sur les préparations pour la bataille. Donc là, vous voyez que la femme est un peu présente quand même. Elle n'a pas totalement disparu. Mais on peut se demander si c'était aussi un acte politique qui avait à voir avec le fait qu'après la mort du roi, la famille de la reine est tombée en disgrâce. Donc il se peut qu'ils ont enlevé le personnage un peu à cause de ça aussi. Parce que vous voyez que ce n'est pas comme si on enlève systématiquement les figures féminines. Alors donc, dans cette deuxième moitié, on passe à cette autre chose qui est préparation pour la guerre, parce que les infidèles, et on utilise justement le mot de kafir ou de kuffar, sont venus alors dans cette histoire menacer les gens de Ahmednagar. Le roi fait ses préparations, il va donc passer de cette partie qui est plus ou moins, comme je dis, l'histoire d'amour à l'histoire de la guerre, donc toute cette partie qui est assez romantique. Hein, et on va passer donc à cet autre moment quand on est dans la bataille, et on va raconter donc la bataille, mais d'une façon assez peu compliquée, pour nous dire en effet qu'il y a eu une grande bataille, les rois se sont affrontés, les gens de Vijayanagar étaient entourés par des gens souvent d'assez basse classe, par exemple des mangeurs de lézards, etc. Mais malgré ça, on a livré la bataille, les musulmans ont gagné et le roi de Vijayanagar a été tué. Donc ça, c'est pour ce texte-là. Je vais revenir brièvement sur ce texte. Mais en fait, l'entrée de ce texte, c'est que c'est le seul texte illustré de ce genre qu'on a pour le XVIe siècle. Donc c'est assez intéressant de point de vue ethnographique, parce que là, vous voyez, ça c'est le sultan, avec... qui est accompagné par les siens. Et là, donc c'est toujours les musulmans. Et par contre, là, c'est le roi de Vijayanagar. Et vous voyez que leurs chapeaux sont toujours différents. Ce sont des espèces de kullaï ou des chapeaux pointus pour distinguer les uns des autres. Mais autrement, en fait, il y a aussi une espèce de culture militaire en commun. Il n'y a pas énormément de différence. Il y a les éléphants de deux côtés, les chevaux de deux côtés. Les armements sont assez semblables, etc. Mais ce que je veux faire, en fait, c'est consacrer un peu d'attention au troisième texte. Parce que vous voyez que je vous ai parlé rapidement du texte de Ferishta, qui nous donne un certain contexte, la chronique, puis cet autre texte, Masnavi en persan. Mais en fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce troisième texte, qui est un texte qui s'appelle Fathnama et Nizam Shah, le bulletin de victoire, en quelque sorte, de Nizam Shah. Et c'est un texte qui est très intéressant parce que c'est un texte en langue vernaculaire, mais assez rare, parce que ça, c'est la langue qui s'appelle Dakhni. Donc, c'est une langue qui est apparentée à l'ourdou, mais à l'époque, au XVIe siècle, l'ourdou était très peu développé en Inde du Nord, tandis que dans cette région-là, on avait des textes en Dakhni qui étaient quand même assez bien construits. Et l'auteur, c'est quelqu'un qui nous est connu parce qu'il nous a laissé 3 ou 4 textes, et il est en quelque sorte le pionnier de cette littérature en Dakhni. Il a été par la suite imité, parce qu'au XVIIe siècle, il y a des textes portant justement sur le Bijapur et sur les guerres en Inde du Sud, etc., qui vont reprendre les formules utilisées dans ce texte de Hasan Shauki, le Fathnama et Nizam Shah. Alors, dans le texte de Hasan Shauki, en fait, tout est centré sur la question des affronts et des insultes. Parce qu'il nous raconte qu'en gros, le problème, c'est que depuis le départ, les rois de Vijayanagar étaient extrêmement arrogants, et ils ne perdaient pas une occasion pour insulter le Nizam Shah. Voici ce qu'écrit Hasan Shauki au départ. Un comportement exemplaire est la griffe d'un homme, comme le parfum est la griffe d'une fleur. Dans chaque pays, on voit des bonnes actions. Dans chaque communauté, on entend
de bonnes paroles. Donc, en fait, il n'est pas en train de nous dire qu'on peut expliquer ça par le fait qu'il soit un non-musulman ou un kafir. Il laisse cette porte ouverte pour dire que, donc, dans chaque communauté, on entend de bonnes paroles. Mais le problème, c'est en particulier le roi de Vijayanagar, Ramraj, qui passe son temps à envoyer des lettres insultantes et des lettres que, selon Hassan Shauki, ont aussi un contenu plutôt sexuel. Par exemple, dans une de ses lettres, il dit qu'il faut qu'ils reçoivent des tribus, des cruches de jade, des coupes en rubis, des cubes de diamants et les bracelets de cheville de la reine, l'épouse de Hussein Nizam Shah. Et en fait, il y a toujours ces références aux objets qui appartiennent au corps de la reine. Et alors, donc, il y a échange de lettres. Les choses commencent à s'échauffer et finalement, on nous dit que le roi de Vijayanagar, Ramraj, devient tout à fait furieux et il envoie donc cette lettre-là, dans laquelle il dit, et c'est toujours, bien sûr, un texte poétique. Donc, le texte nous dit Na Turkan ko chhodun, na Turki kaman, agar gyo Rustam hazir zaman, ze aabe bhiwar ta labbe narbada, na chhodun tavangar, na chhodun gada, na chhodun kidhain kad khudaya hind, na chhodun kidhain kad khudaya sindh, na chhodun maulana, na chhodun fakir, na badka, na ladka, na barna, na pir, karun dur bunyad islam ki, jo mane do rahe jagat ram ki. Donc, je n'épargnerai ni le turc, ni l'archer turc. S'il existe un Rustam, un héros donc mythique persan, aujourd'hui, je le défie de s'approcher des heures de la Bhima, aux rives du Narmada. Je n'épargnerai ni le riche, ni le pauvre. Je n'épargnerai pas les fiancés du Hind. Vous voyez toujours ce langage sexuel. Je n'épargnerai pas les fiancés du Hind, pas plus, et de Sindh. Je n'épargnerai pas un seul Maulana, ni un seul fakir. Qu'il soit vieux ou jeune homme ou vieillard, j'expulserai au loin les racines de l'islam. Seuls ceux qui accepteront Ram seront épargnés. Donc il y a un jeu de mots parce que Ram, c'est le dieu, mais c'est aussi le roi qui s'appelle Ramraj. Et alors là, les gens à la cour sont horrifiés. Ils vont dire donc à Hussein Nizam Shah, mais quel type d'homme Na piran ko mane, na mira ke ten, mudabbir ko jane, dabira ke ten, so masjid ke ten par viran kare, muazzid ke ten mar हैरान करे न माने किधें किस नमाजी के तैन दीवाना कहे फख्र राजी के तैन il ne connaît ni vos saints ni vos nobles, il ne connaît ni vos diplomates ni vos scribes, il détruit vos mosquées, il les transforme en ruines, il trouble vos muezzins, il les détruit aussi, il n'approuve jamais ces musulmans que prient et déclare que Fakhr Razi, qui est un grand savant, et que Fakhr Razi n'est qu'un fou. Donc il dit effectivement que même le savoir persan ne vaut pas grand-chose. Alors donc, vous voyez, étant donné cette situation, on nous présente donc un cas où il y a des insultes qui sont tellement fortes qui sont reçues que le roi, à ce moment-là, n'a pas de choix, il faut qu'il rentre en bataille. Mais là encore, il y a des aspects assez intéressants parce qu'on nous signale que c'est Hussein Nizam Shah qui est le seul qui a vraiment envie de faire la guerre contre le roi de Vijayanagar. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit, en sous-entendu, qu'il y a un problème, parce que Ali Adil Shah, on nous dit, est très proche de lui, est très proche du roi de Vijayanagar, et il parle de lui comme s'il était son père. Tandis que le roi de Golconde, lui, Ibrahim Qutb Shah, apparemment, avait été exilé par son père et par son frère aîné, et il a donc grandi à la cour de Vijayanagar. Donc, en fait, il a passé 15 ou 20 ans, et on nous dit dans les chroniques de Golconde que quand il est revenu de Vijayanagar à Golconde, c'est là où il a amené pour la première fois la littérature telugu et la musique de la cour de Vijayanagar. Donc, il est donc présenté comme quelqu'un qui est hautement imprégné par les mœurs et la culture de Vijayanagar. Et donc, ni l'un ni l'autre ont vraiment envie de rentrer en guerre. C'est que Hussein Nizam Shah, celui qui reçoit donc ces lettres, qui est vraiment prêt pour partir en guerre. Et donc, finalement, on nous raconte la guerre.
Et là, c'est intéressant parce qu'on voit que le texte en Dakhni, l'auteur a lu le texte en persan. Parce que parfois, il cite des bribes de phrases, comme le Dakhni, c'est une langue hautement persianisée. Elle peut même citer textuellement quelques vers venant de textes en persan. Et au moins, donc, il y a une espèce de succession entre les deux textes. Hein, comme l'un cite l'autre, il y a donc des indices passant par l'intertextualité. Et alors, donc, on voit cette bataille qui va se passer. Vous voyez ici Ramraj, le roi de Vijayanagar, qui est présenté comme dirigeant la bataille d'un peu loin. Et finalement, on arrive à cette situation où il va, là vous voyez Ramraj, où Ramraj sera donc capturé par les rois musulmans. Et c'est un moment assez intéressant dans ces peintures-là, parce qu'on a un roi ici, qui serait le roi de Bijapur, qui apparemment est en train de plaider la cause de Ramraj, tandis que l'autre montre avec sa main qu'il faut lui couper la tête. Et donc, c'est ce que va se passer. Et voilà donc le texte en question. मदद जो फतेह आसमानी जो पाए पाकर राम को शाह नज़दीक ले आए नज़र शाह की उस ऊपर जो पड़ी क्या कत्ल का हुक्म सो उस घड़ी गरजती अदालत किया दीन सो खुलिया दी सो उस गुहर दीन सो खुदाया ब बरकत नबी होर वली बसर गंज यो शाह मर्दां अली दी तौफीक ज़फ़र मुझ घड़ी साथ में ज़फ़र की कली मंज दिया हाथ में सो जालिम की मुंडी सो वे काट कर सो ट्यावे सो तिसको बारह बाट कर कि या रब दी मुंज इस सबर का जजा जो बेदीन को मैं जो दित्या सजा आया हातिफ गैब ते यो जवाब इबादत कबूलिया दुआ मुस्तजाब के बुनियाद यो दीन इस्लाम की तेरी खड़क में थी मरग राम की खलल था कुफ्र का दिया जस खुदा किया राम का से तनते जुदा. Avec l'aide du ciel pour sa victoire, Ram fut conduit devant le Shah. Dès qu'il posa ses yeux sur lui, le Shah ordonna aussitôt son exécution. On proclama la justice de sa foi et ainsi s'exprima la perle de la foi. Ô Dieu, par la grâce du prophète et des saints et par la grâce d'Ali, roi des hommes, donc vous voyez couleur chiite, vous m'avez accordé la victoire cette fois, vous m'avez mis dans la main la clé du triomphe, j'ai fait couper la tête de ce tyran zalim, je l'ai jeté et mis en pièces, récompense-moi pour ma persévérance dans cet acte, car j'ai puni un homme sans foi au cœur. Alors donc, on a l'impression, en lisant ce texte à première vue, que c'est un texte de djihad. C'est un texte où il y a opposition entre l'homme sans foi, l'autre qui parle de comment Dieu a mis des choses dans sa main. On a toutes ces références. Mais en fait, derrière tout cela, les choses sont plus compliquées. Et pourquoi? Parce qu'il y a une suite. Il y a une suite qu'on connaît par ces textes, mais on connaît aussi par d'autres textes. Parce qu'on sait que après avoir tranché la tête de Ramraj de son corps, les armées du sultanat sont allées à Vijayanagar, où ils ont donc pillé la ville. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que on nous dit qu'en pillant la ville, Hussein Nizam Shah fut très impressionné et il le dit, ah mais ça, cette ville, c'est plus impressionnante que les grandes villes transoxianes. Elles sont plus grandes que Bukhara et Samarkand. Et la seule ville avec laquelle on peut le comparer, et ça devient un peu curieux, c'est la ville Gokul du roi Krishna. Donc, à l'intérieur de ce texte même, il y a cette référence, cette espèce de passage où on démontre que, en fait, le poète, il est au moins en partie trompé dans ses références au texte donc vishnuite. Et donc, du coup, on dit aussi que, en faisant le pillage de la ville, en quelque sorte, le roi éprouvait un sentiment de douleur. Il éprouvait quelque chose de négatif. Et on termine avec le fait qu'il rentre chez lui et quelques mois plus tard, il est mort lui-même. Donc, voilà la fin du texte où il y a bien sûr le triomphe, mais il y a aussi cette espèce d'autre aspect où il n'est pas, même s'il se donne le titre de Bahari, Kuffar Shikan,
Bahari, destructeur des infidèles, et néanmoins, il se retrouve dans cette situation un peu délicat, disons, entre une culture qui n'est pas du tout, pour lui, une culture autre ou inconnue, mais en fait où il y a une espèce de forte imbrication entre les deux côtés. Alors donc, pour revenir à notre histoire de culture de cour qui était voisine, faut-il donc prendre le type d'analyse ou le type de point de vue soutenu par Naipaul ou le point de vue soutenu par Carnot? Peut-être il ne faut pas choisir entre les deux, mais en tout cas, ce qui nous est intéressant, c'est le fait que quelqu'un comme Naipaul, et il n'est pas seul, une grande partie des gens aujourd'hui n'ont aucune idée de l'imbrication de ces cultures. On pense toujours en Inde qu'en fait, c'était deux cultures de cour tout à fait séparées, tout à fait différentes. Et on a toujours donc tendance de voir cette bataille comme représentant une bataille qui se passait sur une fracture entre deux cultures. Et bien sûr, d'un certain point de vue-là, c'est vrai que la comparaison avec, par exemple, Bouvines n'est pas si appropriée que ça, car on sait que toutes les participations à la bataille de Bouvines, ils étaient tous des chrétiens. La comparaison se fait peut-être plus aisément avec le cas marocain. Et là encore, je vous signale que le cas marocain était très compliqué, car le roi de Portugal a débarqué au Maroc, mais parce qu'il soutenait un des frères de la dynastie contre l'autre frère. Et ce frère en question avait comme surnom Al-Portugali, parce qu'il avait passé tant de temps à la cour de Portugal qu'il était connu même chez lui comme le Portugais. Donc vous voyez que même là, présenter la chose comme s'il y avait deux cultures qui étaient totalement inconnues, et on voit jusqu'à quel point c'est problématique. Et d'ailleurs, à mon avis, l'utilisation effective et répétée des affronts et des insultes qu'on voit chez Ferishta, mais aussi dans ses textes poétiques, en fait, en quelque sorte, ça laisse percevoir l'intimité profonde qui existait en réalité entre ces cours. Alors, je ne vous dis pas que ces affronts constituaient forcément les mobiles réels des événements, comme le pensaient bon nombre d'observateurs de ce temps, ou est-ce que c'était vraiment que des symptômes d'autres processus? Ça, c'est une autre question. Mais à mon avis, en janvier 1565, Ramraj, ou Aravi de Ramaraya, représentait bien de choses pour les sultans, mais en aucun cas il n'était perçu comme un étranger. Et je termine donc avec une petite réflexion qui m'est venue quand j'étais en train d'écrire ce texte, et c'était en fait sur un incident qui était assez connu et qui était aussi un cas des affronts et des insultes entre des gens qui étaient plutôt intimes, qui est le cas donc, de Zinedine Zidane et Marco Materazzi. Merci.